Hey! J'ai rarement été aussi honorée de tourner une vidéo parce qu'on va parler de mon dernier coup de cœur. C'est un coup de cœur que j'accueille de manière presque miraculeuse parce que ça fait presque un an que je n'ai pas eu de coup de cœur littéraire, tellement je suis devenue exigeante parce que pour pouvoir poser ce terme élogieux sur un livre, pour moi, il faut plus que de l'éclat, que de la hype, que de l'engouement, que du fait que je me sente bien dans un univers. Genre, ce sont des qualités indubitables. Mais pour un coup de cœur, il faut vraiment que je ressente un bouleversement au plus profond de mes entrailles, un bouleversement au-delà des mots que je peine à définir. Et ce bouleversement a été enfin provoqué par un roman, Lonely Castle et The Mirror, ou traduit en français Le Château Solitaire dans le Miroir, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, je suis désolée, écrite par Mizuki Tsujimura. Déjà je vais poser les thématiques de base parce que je pense que cette vidéo va être très longue et si vous avez la flemme par malheur de regarder toute la vidéo, voilà, je vais quand même vous donner une vue d'ensemble, un aperçu de ce que regorge ce chef-d'œuvre. Si vous faites l'effort de regarder la vidéo sur laquelle j'ai pas mal travaillé, ça me fera extrêmement plaisir et merci d'avance, même si vous regardez peut-être juste un bout ou juste une partie ou quoi, mais merci quand même d'avance. Mais en gros, dans ce roman-là, on parle de l'école avec ses problématiques comme la phobie scolaire, le harcèlement scolaire, la place des études chez un jeune, le rôle des adultes vis-à-vis d'un mal-être d'un jeune, le deuil, l'anxiété sociale et surtout l'amitié. Ce roman m'a un peu rappelé un mélange de Your Name et de Silent Voice. Voilà, pour ceux qui connaissent, peut-être que si vous avez lu le roman, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que non, mais j'ai un peu la flemme de développer parce que j'ai peur de donner trop d'éléments qui pourraient spoiler. Bref, voilà, et on commence tout de suite au Japon. On suit Kokoro, qui est une jeune fille qui vient d'entrer au collège, mais elle s'y sent pas du tout à sa place pour certaines raisons. Elle va arrêter d'aller au collège, elle va rester enfermée dans sa chambre et un jour le miroir dans sa chambre va commencer à luire et va l'attirer à l'intérieur où elle va découvrir un château habité par une mystérieuse jeune fille avec un masque de loup. Et cette mystérieuse jeune fille a également invité, en plus de Kokoro, 6 autres jeunes qui ne vont pas non plus à l'école. Et jusqu'à mars de l'année prochaine, le château leur reste accessible avec un seul objectif, qu'ils trouvent une clé qui va les mener à la salle des vœux, où l'unique personne qui est celle qui a trouvé la clé pourra formuler un vœu qui se verra exaucé. Alors déjà, avertissement, si vous attendez un survival game avec les enfants qui vont devoir se battre, s'entretuer pour essayer de gagner cette clé ou quoi, détrompez-vous parce que cette quête c'est vraiment une sous-intrigue mais hyper secondaire et qui prend seulement de l'importance au dernier tiers du récit. Je pense que ça a dérangé certaines personnes parce que ils s'attendaient à ce que les enfants soient plus investis dans cette aventure, dans cette quête, mais au final bah non, vraiment pas. En même temps faut un peu comprendre les enfants parce que voilà, ils sont jeunes, tu leur mets dans un château où ils ont pas de responsabilité hormis le fait de jouer aux jeux vidéo, de lire, de jouer du piano, de vraiment se vaquer à leurs occupations sans pression. Franchement, je suis en mode, bah, vive la procrastination et let's go s'amuser, quoi. Plus sérieusement, en fait, l'univers de fantasy et l'action et les éléments de fantasy sont mis au service des problèmes réels des enfants qu'ils traversent dans la vie réelle. Du coup, des thématiques que j'avais abordées au début. Je vais développer du mieux possible tout ça dans les parties en évitant de spoiler parce qu'il y a pas mal de plot twists. Et au niveau des plot twists, alors en fait, si vous réfléchissez pendant toute l'intrigue et que vous relevez quelques mystères, en vrai, vous pouvez deviner le plot twist. Et il y en a pas mal que j'ai pas réussi à deviner, mais il y en a quand même que tu te dis en fait c'est presque évident quoi. Mais c'est pas dérangeant pour moi. Le plus important c'est vraiment l'évolution, l'histoire des personnages et en vrai tu te laisses prendre par cette histoire et ce que ça représente. Il y avait quand même des plot twists, la fin elle est... J'ai pas les mots, je suis hantée par la fin, bref. Et pour petite anecdote, moi je me suis intéressée à ce livre parce que quand j'ai découvert, c'était quand je recherchais des fantaisies sans romance. Et puis ensuite j'ai vu par le résumé que ça devait aborder des thématiques assez sérieuses, voire assez lourdes concernant les jeunes et tout. Du coup je me suis dit, ah ça peut être intéressant. Mais comme en ce moment j'ai globalement une appréciation assez détachée des romans que je lis, ce qui est très dommage, je me suis dit ouais, peut-être que voilà, ça va être un livre où je vais conseiller parce que c'est intéressant, c'est important d'un point de vue humain, d'un point de vue social, mais que voilà, je vais pas vraiment le mettre dans mes favoris. Quand je prends du plaisir à lire, genre c'est bien de pouvoir formuler un avis objectif, construit, avec plein d'arguments rationnels et tout, pour mettre en avant un livre, mais moi ce qui m'intéresse le plus dans le plaisir de la lecture, c'est de le juger avec toute ma subjectivité personnelle, genre des livres qui t'ont tellement chamboulé que t'as du mal à trouver des mots, des arguments, et t'as juste envie de te montrer toi en train de chialer, moi à la fin de ce livre, voilà. Où j'en suis dans ma vie après une telle lecture, je ne sais pas.
Et c'est dans ces moments-là de pure sentimentalité que je suis heureuse de prendre le temps de lire des livres et du coup d'avoir la chance de vivre de telles aventures et là par exemple de rencontrer des personnages absolument fabuleux, absolument précieux, des personnages que je rencontrerai pas forcément dans la vraie vie parce que dans la vraie vie je vais pas causer pépère avec des collégiens. Voilà, ce serait un peu bizarre. Et si vous voulez une deuxième anecdote inutile, en fait je l'avais lu d'abord en e-book et le soir même où j'avais fini l'e-book, je voulais absolument l'avoir en version papier. Du coup je suis allée voir sur Amazon pour l'avoir le plus vite possible. Cet exemplaire-là était en rupture de stock. Du coup je suis allée voir sur Vinted en grand espoir. Et il y avait un exemplaire et cet exemplaire-là a été mis en ligne 10 heures avant que j'aille voir sur Vinted. Genre la même journée où j'ai fini ce roman que je voulais l'acheter quoi. Voilà, le karma, vraiment, ça a été une rencontre avec le destin, voilà, comme la rencontre de ces enfants-là. Bref, voilà, j'arrête de divaguer et on commence avec la première partie. Bon alors quand j'avais utilisé le mot symbolisme dans un examen de littérature, la prof m'avait déglingué verbalement parce qu'apparemment c'est pas un mot à l'utiliser comme on l'utilise dans la vie quotidienne dans un contexte littéraire, par exemple dans un examen ou dans une vidéo qui parle de littérature. Mais bon je vais quand même l'utiliser parce que normalement personne va venir sur cette vidéo me mettre un 8 sur 20. Alors au niveau des éléments de fantaisie, déjà le concept du monde fantastique auquel les enfants accèdent par un objet du quotidien, ici un miroir qui sert de portail, ça rappelle un peu des histoires fantastiques, des contes comme Narnia. La différence c'est que par exemple dans ce genre de conte habituel, les enfants ils vont traverser des dangers dans le monde fantastique et ils vont en ressortir grandis, ils vont traverser des épreuves qui vont les challenger physiquement et peut-être aussi mentalement. Mais là le château c'est plutôt comme un refuge où ils peuvent se terrer parce que la réalité est beaucoup trop insupportable et c'est dans ce château là où ils vont chercher du réconfort et c'est dans la réalité que vont se trouver leurs véritables défis. Au début de ce roman, on donne deux définitions du château solitaire du coup de Lonely Castle. C'est premièrement un château isolé et deuxièmement un château qui est entouré d'ennemis sans espoir de renfort. Alors le concept d'ennemi pourrait représenter l'extérieur, tout ce qui représente l'extérieur du château, c'est-à-dire les gens, les idées qui sont préconçues, comment la société fonctionne de manière à discriminer ces enfants-là qui doivent se réfugier dans le château. Mais ça peut également être des ennemis intérieurs qui sont souvent provoqués par ces ennemis extérieurs, c'est-à-dire les doutes que les jeunes ont, leur peur. Même s'ils peuvent fuir les ennemis extérieurs, ces ennemis intérieurs-là qui sont un peu des extensions au final de ces ennemis extérieurs vont les suivre peu à peu dans ce château. Ils n'ont pas d'espoir de renfort parce qu'ils se disent, ils ont l'impression qu'ils sont des causes irrécupérables, ils sont des causes perdues parce qu'ils vont pas à l'école. Du coup ils se disent bah en fait je suis comme un déchet aux yeux de la société. Et en fait également le concept d'être enfermé dans ce château là, ça me rappelle un peu c'est les contes avec les princesses qui sont enfermées dans leur tour et qui attendent d'être libérées. Mais là c'est plus compliqué parce que le château, comme j'ai dit, c'est pas un endroit hostile, mais c'est ça également qui est un défi parce que c'est en eux qui doivent puiser la force de se détacher petit à petit de ce château-là, de s'émanciper de cette dépendance avec ce château. Et ce courage-là leur permettra de faire face au monde réel. Parfois, ils ont même envie de rester pendant la nuit au château alors qu'il y a un couvre-feu où ils doivent rentrer chez eux. Mais en fait, le monde réel est tellement horrible pour eux que limite, ils ont envie de se mettre en danger, de subir la pénalité, de se faire manger par un loup en restant la nuit au château. Et ça montre, je trouve, une détresse face à leur propre existence, à leur propre présence dans la société que peuvent vraiment ressentir les jeunes. Le château c'est aussi un lieu social pour eux, c'est comme une sorte d'école parce que c'est organisé comme une école, c'est-à-dire que c'est ouvert de 9h du matin à 5h du soir et c'est ouvert jusqu'au 30 mars et en fait au Japon l'année elle se renouvelle à partir de mars. Du coup avec ce groupe d'enfants au sein du château on dirait vraiment une petite classe, c'est juste qu'il n'y a pas la pression des études, il n'y a pas la pression des attentes, c'est un peu comme une école de vie où ils apprennent à prendre du temps pour se recentrer sur eux-mêmes, pour souffler, pour réfléchir à ce qui leur manque à l'école, qu'est-ce qui les bloque pour aller à l'école dans la vie réelle, aussi se concentrer enfin sur ce qui est vraiment important sans subir le jugement des autres, même si c'est pas un combat physique. C'est quand même important et du coup je pense que le manque d'action dans ce roman là ça permet de mettre en avant l'importance des combats invisibles des jeunes, le fait que même si c'est des combats voilà qu'on ne voit pas, ce sont des combats psychologiques, c'est tout aussi légitime et c'est tout aussi dur voire plus que les combats physiques. Ça permet vraiment de mettre en lumière, de rendre valide tous ces luttes intérieures là. C'est pour ça que le manque de péripéties m'a pas vraiment dérangé parce que c'est un rythme qui bouge mais qui bouge pour développer à fond l'évolution
des personnages, l'évolution psychologique, leur évolution en tant qu'humain. Le choix du miroir par lequel ils accèdent au château, ça peut être une métaphore de leur soi intérieur, et le château c'est un peu leur cocon où ils doivent se retirer pour fuir le monde extérieur. Et le fait que dans ce château-là, ils rencontrent d'autres enfants qui vivent un peu la même situation qu'eux, qui partagent leurs mêmes sentiments, ça peut montrer aussi que les jeunes, quand ils se sentent vraiment seuls, isolés dans leur mal-être, ils peuvent se connecter avec d'autres personnes, ils peuvent être compris, être acceptés, être appréciés ainsi aussi. Et ce conte de fées n'a pas vraiment d'antagoniste prédéfini. T'as la reine louve. En vrai, elle est assez mystérieuse parce que tu sais pas pourquoi elle a fait ça, genre pourquoi elle veut accorder une chance pour exaucer un vœu. Genre, est-ce qu'elle s'attendait à ce que ils deviennent amis, ou alors à ce qu'ils s'entretuent pour cette clé, tu vois, elle pouvait pas vraiment prévoir, j'imagine. Du coup, quelles sont ses motivations? Je trouve que l'ambiguïté de ce personnage-là va contribuer à la complexité psychologique des personnages et trancher vraiment avec la vision manichéenne qu'on a peut-être dans ce genre de conte pour mieux faire écho avec la réalité. On a parlé des éléments fantastiques, comment voilà ça pouvait contribuer de manière métaphorique, symbolique aux thématiques, mais qu'en est-il de la vie réelle qui occupe quand même plus de la moitié également du roman. On le sait tous, l'école a une place centrale dans la société. Selon ton parcours, ça peut définir ta réussite future, tes compétences, ce que tu peux valoir à l'échelle sociale. Évidemment, c'est complètement faux. Mais avec cette conviction et cette façon de mettre l'école sur un piédestal, s'ensuit un impact psychologique qui peut être néfaste chez les enfants et altérer leur perception d'eux-mêmes vis-à-vis de la société. Et c'est le cas de l'héroïne Kokoro parce qu'elle va culpabiliser de ne pas pouvoir aller à l'école. Elle va se sentir comme une moins que rien, comme une paresseuse parce qu'elle sait que c'est comme ça que les gens la voient. Et elle va même culpabiliser de causer du souci à sa mère et du coup elle va minimiser son propre mal-être à elle et se laisser écraser par cette pression scolaire qu'elle n'arrive pas à remettre en question parce qu'à sa petite échelle elle peut pas challenger ses idées toute seule parce que ce sont des idées qui sont tellement acquises et ancrées dès son plus jeune âge et ça va également influencer grandement son rapport avec les autres, son rapport avec elle-même et c'est également au contact de d'autres personnages qu'elle va apprendre à se détacher de ce genre d'idées néfastes, qu'elle va pouvoir relativiser sur l'importance de l'école, que l'école n'est pas la seule composante de son identité et que si elle a besoin de temps pour se définir, pour prendre du recul, et ce temps-là, c'est pas un temps de paresseux, c'est un temps qui est tout aussi important que si elle est à l'école en train d'étudier. C'est un temps qui est important pour sa propre réussite personnelle et pas comment les gens veulent qu'elle réussisse. Également, c'est pas à elle de se sacrifier entièrement pour s'adapter complètement à la société parce que parfois la société est traîtresse, elle est altérée par beaucoup de problèmes, par beaucoup de problématiques, elle n'est pas du tout parfaite et Kokoro, elle n'a pas à user de tous ses efforts, de toute son énergie pour essayer de se modeler selon la société, surtout à un si jeune âge parce qu'elle risque de se faire complètement écraser. Et après évidemment et heureusement c'est pas un récit qui va diaboliser entièrement l'école parce que ça va quand même montrer l'importance d'apprendre comment apprendre des choses, étudier, c'est une façon de grandir sainement, c'est une façon sûre aussi de grandir, de s'affirmer en tant que jeune mais à notre rythme. Alors les jeunes adolescents qu'on va suivre ont un rapport très important avec l'avenir. Pour eux qui se sentent complètement prisonniers dans le présent, qui ont l'impression d'être englués, d'être immobilisés par le présent. Pour eux l'avenir c'est un peu comme un horizon qu'ils convoitent, un horizon à atteindre, une liberté, mais également un horizon qui semble s'éloigner, qui reste inatteignable et qu'ils ne méritent pas. Ils se disent que l'avenir c'est pas pour eux parce que déjà si maintenant ils n'arrivent pas à aller à l'école et du coup de en quelque sorte planter les racines de leur réussite future, de leur épanouissement pour plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir en fait, dans leur petite vie. L'école c'est une composante essentielle, primordiale pour définir la valeur de leur identité et du coup s'ils vont pas à l'école, au final qu'est-ce qu'ils sont, et qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. J'ai vraiment senti de manière percutante leur détresse face à l'avenir, leur désir de se libérer, leur désespoir de ne pas pouvoir le faire. Et même dans le château du coup, qui est un peu comme un reflet d'une petite école, ils vont pas oser affirmer leur vraie identité de peur qu'on mette déjà une étiquette sur eux. Et du coup, déjà dès leur plus jeune âge, ils sont déjà programmés pour s'aliéner. Ils vont essayer de correspondre à d'autres images, à d'autres critères. On sent vraiment qu'ils essayent de chercher leur identité, de l'affirmer, de se faire voir, de se faire entendre.
comprendre, quitte à parfois utiliser des petits artifices pour essayer de se donner un semblant de changement, un semblant d'affirmation, de confiance face à l'avenir qui se déploie, également une impression de maturité, comme s'ils s'efforçaient vraiment de sentir qu'ils étaient en train de grandir, de changer, et pas qu'ils étaient englués dans ce présent-là et qu'ils se sentaient complètement démunis pour faire face à l'avenir. Et du coup, ils vont se vêtir d'une fausse assurance pour cacher le fait qu'au final, ils se sont perdus, alors que c'est un sentiment vraiment qui est totalement normal, surtout chez un jeune. Ces facteurs-là, comme les incertitudes face à l'avenir, la pression scolaire et tout, vont également impacter leur rapport avec les autres. Par exemple, Kokoro, elle exprime souvent son complexe d'infériorité quand elle voit les autres enfants changer, grandir, qui sont avancés, parce que ça la renvoie à son propre sentiment d'être coincée dans un présent qui semble sans issue. Souvent, elle va se comparer aux autres, ça va l'empêcher de se rappeler que l'important c'est vraiment d'avancer à son rythme et qu'il faut pas caler le rythme de sa réussite sur les progrès des autres. Dans ce château, et ce qui va également impacter sur leur vie, ils vont petit à petit apprendre à retrouver confiance en eux, à trouver leur voix, à doter leur identité d'une aura authentique qui va vraiment résonner avec leurs propres aspirations et leur redonner surtout espoir en l'avenir. Alors voilà, cette partie c'est surtout pour fangirler un peu sur mes enfants d'amour, parce que je les aime, je suis tellement heureuse d'avoir pu les rencontrer, d'avoir pu apprendre à les connaître, de percer leur petit cocon, de les voir entièrement dans leurs qualités, dans leurs défauts, dans toute leur splendeur humaine. Ils ont toutes leurs différentes raisons de ne pas aller à l'école, et je trouve que du coup les jeunes ils peuvent se reconnaître dans un ou plusieurs cas, et ça va également permettre aux jeunes lecteurs de se sentir représentés, de se sentir légitimés dans leur lutte, notamment aux yeux des adultes. Ils sont tous tellement différents les uns des autres, ils ont tous leur petit charme, genre vraiment je pense que mon petit préféré c'est Masamune, qui est un petit tsundere parce qu'il montre un peu sa sollicitude et son amitié par le sarcasme, par un peu des répliques voilà un peu venimeuses ou quoi, mais bon ça reste gentil, et en même temps il sait pas trop comment réagir quand les gens sont gentils avec lui, c'est trop mignon. T'as Subaru qui est un garçon, il est juste trop doux, il est hyper patient, il te met pas la pression, c'est vraiment le parfait ami. T'as évidemment Kokoro qui elle est trop pure parce qu'elle accorde tellement d'importance à l'amitié, et du coup elle se sent touchée même par les petites attentions amicales, tu vois, genre ça semble banal mais pour elle ça représente tout l'or du monde, c'est juste trop mignon. Et j'adore tout le monde, j'adore Fuka aussi, qui au début elle était assez réservée, et petit à petit plus elle s'ouvre et plus elle se révèle tellement débordante d'amour et de pureté et d'attendrissement, elle est trop mignonne. Bref, tout le monde, je les adore tous. Et ah oui, t'as même Ureshino qui lui au début il est un peu casse-pied, mais au final t'apprends à le connaître et t'es touché en fait également par sa beauté d'âme, et c'est trop mignon. Et aussi leur richesse et leur profondeur rappellent également qu'il faut pas sous-estimer en fait les enfants, et qu'ils sont sensibles, ils sont perspicaces, ils sont intelligents, que tu peux leur parler comme des personnes réfléchies. Et c'était touchant d'apprendre à les connaître parce qu'au début quand ils entrent dans le château ils ont envie voilà de ne pas être comme ils sont dans la vie réelle, du coup ils vont pas parler de leur vie personnelle, de leur rapport avec l'école. Petit à petit tu les vois s'ouvrir, tu les vois montrer un peu plus leur vulnérabilité, casser volontairement cette apparence d'insouciance forcée. Petit à petit, en parlant, c'est un pas déjà pour se confronter à leurs problèmes au lieu de les fuir. Petit à petit, ils vont grandir comme ça, ils vont réussir à se battre, à faire face à leurs problèmes, et je suis juste tellement fière d'eux, vraiment. Dans les 3 dernières parties, je vais parler des différentes dynamiques qui vont animer, qui vont enrichir ce chef-d'œuvre. Comme j'ai dit, l'école a une place primordiale dans la vie d'un enfant, et du coup les relations que les enfants développent entre eux-mêmes sont les premières véritables relations sociales de l'enfant en dehors de l'environnement familial. Du coup ce sont des relations qui peuvent vraiment beaucoup influencer leur perception de soi, leur confiance en soi, leur perception d'eux-mêmes dans la société. Et malheureusement l'école est également un lieu de discrimination, et par exemple pour des enfants comme l'héroïne, ils vont être confrontés à un certain dilemme, c'est-à-dire que quand ils sont à l'école à cause de certains problèmes, ils vont se sentir pas à leur place, ils vont se sentir rejetés, isolés, ils vont rester chez eux, mais ne pas aller à l'école va aussi leur
procurer le sentiment d'être rejeté, d'être laissé en arrière, d'être complètement isolé également. Et le sujet notamment du harcèlement scolaire est vraiment bien développé. En fait, ça va pas développer les incidents en eux-mêmes, mais surtout les conséquences psychologiques sur la victime et comment elle perçoit les choses, quelle est son approche par rapport à ce qui s'est passé. Par exemple, ça développe pourquoi l'enfant pourrait avoir du mal à en parler, parce que voilà, il a peur de pas être pris au sérieux, parce qu'il y a tellement d'adultes qui sont en mode c'est des enfants, voilà, ils sont trompés, ils voulaient juste s'amuser avec toi, il y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Ils ont tendance à minimiser les choses sans prendre en compte le ressenti du principal concerné. Et il donne l'impression à la victime qu'elle est en train d'exagérer les choses, de se plaindre pour rien. Et même dans le château, comme j'ai dit, c'est agencé un peu comme une petite école. Les dynamiques sociales dans ce château-là peuvent être un exercice de sociabilité assez significatif, parce que ce sont des genres de dynamiques qu'on peut retrouver dans une vraie école. Par exemple, les enfants vont apprendre à sympathiser entre eux, à jouer ensemble, mais ils vont également, par exemple, avoir des jugements hâtifs sur les uns et les autres en disant ah oui, si elle est comme ça, elle est un peu comme ça, d'accord, tu sais, à mettre déjà des catégories, des étiquettes prédéterminées sur les personnages comme si c'était complètement homogène au niveau de la personnalité. Ça va parfois créer des tensions un peu superficielles, par exemple comme le complexe d'infériorité. Par exemple, Kokoro, elle voit que quelqu'un est dans une bonne école, du coup elle se dit ah d'accord, il est vraiment pas comme moi, il est meilleur que moi. Ça peut créer des dissensions sociales assez superficielles qui sont en fait enracinées dans des préjugés de base qui sont vraiment toxiques. Parfois de manière inconsciente, ils vont également se moquer, se disent ça reste innocent, ça reste pas grave, mais tu sais jamais l'impact de tes paroles, de ton jugement sur les autres enfants. Et du coup, c'était super intéressant parce que en fait eux-mêmes ils vont répéter les traits problématiques de l'école, de la vie réelle qui justement les ont éloignés de l'école, et du coup dans ce château là ils vont apprendre à travailler sur ça, à se détacher de ces traits problématiques pour vraiment devenir des gens meilleurs, des gens beaucoup plus ouverts et ne pas faire subir aux autres ce que eux ils subissent même de manière inconsciente. Mais également rencontrer des gens, c'est un moyen de sortir de leur cocon de solitude, de voir qu'ils sont pas seuls dans leur détresse, dans leur mal-être, et qu'ils peuvent se faire entendre, ils peuvent se faire accepter, ils peuvent être compris également, et du coup ils peuvent s'entraider, et c'est vraiment la part positive des relations sociales. Et je trouve que ça nous rappelle bien que dans notre mal-être, parfois on se sent complètement enfermé dedans, on se dit qu'on est complètement seul, et on oublie parfois qu'il y a des gens en fait qui se soucient de nous, qui nous attendent patiemment, qui sont prêts à rester avec nous le temps qu'il faudra. Et du coup de ces différentes manières là, le roman parvient à vraiment enrichir les dynamiques sociales entre les enfants et montrer comment ça influence de manière multiple leur développement personnel, que ce soit en mal et en bien. Un autre élément qui rajoute du poids et de la pertinence au réalisme de l'histoire, c'est le développement de la place de l'adulte dans la vie de l'enfant, le rôle de l'adulte dans ce que l'enfant peut traverser. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça rappelle vraiment au jeune lecteur qu'il n'a pas à gérer tout seul et qu'il peut tendre la main et qu'il y a des adultes qui sont là pour l'aider grâce à l'arme ultime qui est la communication. Après évidemment il y a des adultes qui sont toxiques et qui n'arrivent pas à mettre à l'aise l'enfant suffisamment pour qu'il se confie, et c'est pas la faute de l'enfant. C'est toujours important de prendre en compte ses sentiments, et que s'il sent qu'il s'est pas pris en compte, il se rétracte, et c'est normal qu'il n'arrive pas à se confier. Par exemple dans le cas des professeurs qui est bien développé dans ce roman là, les professeurs sont des figures importantes dans le développement de l'enfant, et l'enfant parfois il peut avoir du mal parce qu'il se dit ok, le professeur il essaie de m'aider, mais c'est une aide qui est impersonnelle, c'est une aide qui est liée à son travail, et du coup si l'enfant il sent pas une sollicitude qui est sincère, qui est vraiment volontaire, il va pas forcément se confier, il va se dire en fait je suis traitée un peu comme un fardeau, comme un problème de maths à résoudre. Et au contraire, il a besoin de se sentir légitimé dans ses combats psychologiques, dans ses combats invisibles. Il a besoin qu'on reconnaisse déjà ces efforts-là. Quand l'adulte, par exemple, est plus prompte à faire des reproches, à attendre de l'enfant des efforts qui sont visibles et qui vont dans le sens de ce qu'attend le prof plutôt que dans le respect de ce dont a besoin l'enfant, quand ils sont plus prompts à imposer leur jugement pour résoudre le problème le plus vite possible sous couvert de sollicitude hypocrite et tout, l'enfant il va ressentir tout ça et il va pas se sentir accepté. Ce roman-là rappelle vraiment que être professeur, c'est pas simplement un devoir professionnel, c'est aussi un devoir humain. Il y a des moments où t'as envie de frapper certains adultes, mais t'as aussi des moments vraiment forts où tu vois comment un adulte peut montrer une sollicitude qui est sincère, qui peut toucher l'enfant et qui peut l'aider à s'ouvrir et qui peut l'aider à déculpabiliser surtout. On a également le développement de la relation entre parents et enfants, ici avec la mère de Kokoro, montrer comment le parent
peut aider l'enfant, peut soutenir l'enfant sans le brusquer, comment rester patient avec lui et aller à son rythme. Au début, la maman de Kokoro, elle montrait un certain agacement qui nourrissait la culpabilité de Kokoro parce que la mère, elle montrait qu'elle était un peu saoulée, que Kokoro, elle fasse pas l'effort d'aller à l'école, comme si c'était sa faute. Et du coup, ça va empêcher Kokoro de parler de ses raisons parce que ça met pas en place un climat de confiance. Ce qui est cool, c'est que petit à petit, la mère, elle va se remettre en question, elle va apprendre à patienter, à aller au rythme de Kokoro et à l'aider à s'ouvrir, à sortir de ses barricades psychologiques, ne pas avoir peur d'être jugée, et la mère elle sera là pour la soutenir. Et du coup ça c'était vraiment très émouvant. Et l'autrice va également prendre un autre exemple avec un autre enfant pour montrer que c'est également important pour l'enfant d'essayer de communiquer pour éviter de s'embourber dans des quiproquos où il a l'impression que ses parents ne sont pas là pour lui, qu'ils ne peuvent pas le comprendre ou quoi. Et du coup la communication doit être mutuelle, doit être permise par les efforts des deux côtés. Ok, si vous êtes encore là alors que la vidéo j'imagine est déjà très longue, merci du fond du cœur, merci déjà de réussir à supporter ma voix aussi longtemps et aussi de rester pour écouter cette dernière partie qui m'est la plus importante, qui m'est la plus précieuse parce que ça parle de l'élément, du composant principal qui a rendu cette lecture tellement bouleversante et qui a défini pour moi cette lecture comme un coup de cœur, c'est-à-dire la place centrale de l'amitié dans cette histoire. Je pourrais malheureusement pas rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal de plot twists, mais j'espère pouvoir vous faire éprouver, ressentir au mieux mon amour pour ces liens précieux qui ont pu se développer de manière mais tellement attendrissante, tellement magnifique, tellement belle, tellement poétique, tellement impactante, tellement fantastique. J'ai pas les mots, il y a un mot, enfin il y a un adjectif, mais je n'arrive pas à le poser dessus, mais faut juste le lire en fait, faut juste attendre la fin et te dire waouh. Voilà, c'était juste waouh. Alors c'est des dynamiques sociales qui est intéressantes dans le sens où ce sont des personnages qui sont vraiment différents les uns des autres et du coup le fait que voilà ils sont en petite comité, ils vont du coup se rapprocher des gens avec qui ils vont pas forcément parler au premier abord, ils vont sortir du coup de leur zone de confort et un peu challenger leur comment dire, leurs habitudes sociales. Ça va faire un mélange qui est assez marrant parce que par exemple Kokoro, tu vois c'est quelqu'un qui essaie de bien faire, qui essaie de bien se présenter et tout à cause de ce qu'elle a subi par le passé avec les autres enfants. Avec Masamune qui est le gros tsundere là, lui il est très sarcastique, il taquine pas mal Kokoro et au début Kokoro tu sais là, elle a pas trop l'habitude, elle avait l'impression que c'était des critiques un peu sincères et du coup elle essayait voilà de rectifier les choses et petit à petit elle va s'habituer, elle va se dire en fait non c'est la personnalité de ce garçon là et c'est juste que c'est sa façon de montrer qu'il m'apprécie bien et c'est trop... Voilà, c'est juste trop mignon. Et puis c'est vraiment une évolution qui est naturelle. Au début, il y a pas mal de pudeur et ils vont pas forcément se brusquer les uns des autres ou se confier. Ils vont juste, voilà, profiter de leur présence. Et petit à petit, cette présence-là va devenir confortable et ils vont petit à petit s'ouvrir les uns avec les autres et développer vraiment une amitié qui est sincère, une amitié qui les montre tels qu'ils sont réellement. Ils se dévoilent dans leurs défauts, dans leurs luttes. Et c'est trop adorable et c'est vraiment très important également. Et aussi le château c'est un véritable refuge. Au début c'était un véritable refuge pour ce que ça proposait, genre les livres, les jeux vidéo et tout. Mais c'est devenu un vrai cocon pour les gens qui y retrouvent quand ils y vont. Le safe place c'est pas le château, c'est les gens, c'est la compagnie de ces gens-là. Ils se disent que si c'était retrouvé dans la même école, si c'était rencontré dans la même école, peut-être qu'en fait, en dépit de tout ce qui se passe à l'école, de tous les problèmes qu'ils rencontrent, ils auraient le courage d'y aller parce que c'est pas l'endroit qui compte, c'est les gens que tu y retrouves et du coup tes amis. Et c'est trop bien parce qu'en fait, petit à petit, quand ils vont au château, au début, ils étaient un peu timides à aller au château et se disent ah, peut-être qu'il y aura des autres, comment je vais interagir avec eux et tout. Et petit à petit, ils sont à l'aise, ils viennent naturellement au château, ils font leur vie, ils sentent pas qu'ils ont besoin de justifier leur présence. Ils vont voir que leur véritable identité est acceptée naturellement par les autres et ça va aider à nourrir leur confiance en eux parce qu'ils se disent en dépit de tout ce que je traverse, en dépit de tous les boss psychologiques que j'ai, genre les gens peuvent me comprendre, faut juste trouver les bonnes personnes et elles existent. Et ces amitiés-là vont également les aider dans la vie réelle. Parfois ils se comprennent, ils se reconnaissent entre eux, ils restent patients, ils vont pas brusquer les choses et parfois ils vont donner des conseils, ils vont également parfois prendre des initiatives par eux-mêmes qui vont influencer les autres pour les aider à prendre à leur tour des initiatives dans leur propre vie pour avancer pas à pas. Et du coup,
changer ce présent-là dans lequel ils se sentent mal. Par un mécanisme que je peux pas spoiler, ça montre aussi que l'amitié, c'est quelque chose qui peut t'aider à garder espoir en l'avenir. Ça montre que ta perception de toi aujourd'hui ne va pas définir ta valeur, ton identité, comment ce que tu vas devenir par la suite dans l'avenir, et que à l'avenir tu auras toujours un rôle à jouer. Il y aura une raison pour toi d'exister dans l'avenir. Cet espoir-là, ça les aide à rendre le présent beaucoup plus supportable, parce que ils disent que c'est pas quelque chose qui va être permanent et qu'ils vont pas être prisonniers dedans. Et en dernier point, c'est également cette amitié-là qui, je pense, rend cette année de pause pour eux tellement importante et tellement significative, parce que jusqu'ici c'est en mode ok, je suis en train de gâcher une année parce que je ne vais pas à l'école, voilà, je suis moins que rien, je n'avance pas dans ma vie. Mais ces amitiés-là leur montrent que non, ce n'est pas une année de gâchis, parce que cette amitié va enrichir justement cette année et montrer qu'elle est significative et qu'ils peuvent aller à leur rythme, et que quand ils vont à leur rythme, ils peuvent rencontrer, ils peuvent vivre des merveilles. C'est tout aussi important, je pense, que se forcer d'aller à l'école pour apprendre des choses, alors que là, durant cette année de pause, ils ont également appris beaucoup de choses, des choses que on n'apprend pas forcément à l'école. Et personnellement, je suis en plein de ce mindset, voilà, dans mon parcours de vie en quelque sorte. C'est quelque chose qui résonne énormément avec ma vie personnelle, mais bon, je vais pas rentrer dedans parce que justement c'est personnel. Mais oui, j'ai plus de 20 ans et je me reconnais dans des personnages de 10 à 15 ans. Oui, c'est moi. Je suis vraiment touchée par le fait que la réussite, c'est quelque chose qu'on veut atteindre le plus vite possible. Et pour ça, faut faire des études carrées, avoir un parcours linéaire. Alors qu'en fait, tout ce qui se trouve autour, genre les amitiés que tu formes pendant que tu traces ta route, genre même si c'est une route, en fait, ça te mène pas vers la réussite professionnelle, ton épanouissement que tu envisageais. En cours de route, t'as rencontré des trucs, c'était tout aussi important que la destination. Et voilà, je deviens peut-être un peu trop mélodramatique, je sais pas. Mais pour continuer dans le mélodramatique, je pense que en fait c'est parce qu'on a envie de réussir pour les yeux de la société, et les yeux de la société sont tellement omniprésents, impudiques dans notre vie, qu'on projette notre réussite par rapport à ce qu'on représente vis-à-vis des autres, et c'est exactement ce qu'on retrouve un peu dans le roman, et comment ça va impacter de manière néfaste l'évolution des enfants, et en fait c'est ce que les adultes peuvent également subir. Il y a des réussites qui sont très visibles, très flagrantes, et qui nous permettent de briller, voilà, aux yeux des autres personnes, mais par exemple les petits exploits, les petites victoires un peu plus discrètes, comme par exemple là dans le roman, les amis qu'on se fait, les liens qu'on se crée, les liens qui nous ont tellement apporté au niveau psychologique, mais qui restent invisibles et du coup dont les autres s'en foutent et les autres vont pas te féliciter pour ça, ça va être un peu minimisé. On va accorder beaucoup moins d'importance, beaucoup moins d'attention à ça, alors qu'en fait c'est également des victoires dans ta vie dont tu peux en être fier. C'est vrai qu'en fait au niveau relationnel dans la vie, les gens ils se demandent souvent si t'as trouvé quelqu'un, si t'as rencontré le grand amour, et pour eux c'est ça la réussite au niveau sentimental. Mais par contre il y a personne qui va te demander est-ce que tu as des bons amis, parce que tout le monde s'en fout. Alors que là dans le roman, ça montre clairement à quel point l'amitié ça peut t'apporter, ça peut te bouleverser, ça peut changer ta vie, mais d'une manière incroyable, et ça peut vraiment t'aider. Et bref, et aussi le fait que je me reconnaisse autant dans ce roman, je pense que c'est parce que même si ce roman parle de gamins, il parvient quand même par comment ça apporte des thématiques à rester universelles dans son ensemble. Et ou alors c'est juste moi qui ai un problème à m'identifier à des gamins, alors que juste avant j'ai lu un contemporain avec des adultes qui vivaient leur vie, qui avaient plein de problèmes et tout. Et j'étais en mode waouh, je compatis avec vous, mais je suis pas du tout avec vous parce que je vis pas du tout la même chose. Par contre, des gamins de 10 à 15 ans, je suis en mode mood, je relate tellement fort. Soit c'est universel, soit c'est moi qui ai un problème dans ma vie là, je sais pas. Et il y a un côté très amer dans leurs histoires d'amitié parce qu'il y a un aspect un peu tragique des choses. Et la fin, elle me hante, elle m'a bouleversée. Elle est incroyable, c'est d'une beauté à la fois tellement tendre et poignant. C'était un peu tragique, mais c'était beau et c'est un bon message. Ça reste assez fantastique et tout, tu vois, dans le domaine de l'imaginaire, mais ça donne du coup un côté limite onirique, limite universel au truc. Ça montre en fait la force de l'amitié dans toute sa splendeur. Ça montre, je trouve, le potentiel de l'imaginaire pour mettre en avant, pour sublimer la beauté de certains sentiments, de certaines valeurs de la vie, de manière que tu ressens, qui te fait te sentir tellement humain. En fait, ça te touche au profond de toi, de tes fibres humaines. Bref, voilà.
Voilà, j'ai enfin terminé, je n'ai plus de corde vocale. J'essaie du mieux possible de rendre hommage à ce chef-d'œuvre, à ce que ce livre m'a procuré, à la richesse de cette œuvre-là. Évidemment, je pense pas que j'ai réussi à citer tout, voilà, tout ce qui en fait sa richesse, mais j'espère vraiment avoir pu lui rendre honneur et vous avoir donné envie de lire ce livre. Désolée parce que je pense que j'ai dû me répéter quand même plusieurs fois, mais bon, c'est un peu mon habitude de répéter, de reprendre des trucs pour un peu le redévelopper d'une autre façon dans différentes parties. Bref. Merci infiniment si vous avez regardé jusqu'à la fin et on se retrouve pour d'autres vidéos où j'espère parler de lecture aussi bonne. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère vraiment. Salut!